Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence en cette fin d'année assez chargée pour tous, j'imagine, entre effectivement les formations à valider avant la fin de l'année et tout ce qu'il y a à faire, les arbitrages, ces choses-là. Ok, hop, je ne sais pas si vous m'entendez tous. D'accord, je crois qu'on nous entend très bien. Bonjour à tous également, l'un des Mathius. Bonjour Émile. Bonjour, donc effectivement, pour cette fin d'année, on a souhaité voilà, faire un point sur le marché du crédit, de l'immobilier sur l'année effectivement 2023, voir les tendances sur 2024. C'est pour ça que je suis accompagné aujourd'hui de l'Anne Descolonges de la société Cassius et je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour Émile, merci de me recevoir. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Donc, je me présente, je suis co-gérant de la structure Cassius. On est monteur, commercialisateur de solutions en immobilier ancien restauré et on existe depuis maintenant 16 ans. Et on intervient aujourd'hui dans la réunion avec notre partenaire Émile Tran de la société Merto Business Solutions pour évoquer justement le sujet du marché immobilier, c'est le sujet du marché bancaire, puisqu'effectivement ça a été très mouvementé, très animé sur ces derniers mois, et comment trouver des vraies solutions pour justement financer les projets d'investissement de vos clients, et notamment en immobilier ancien restauré, puisqu'on va vers ça tout au cours de la réunion avec Émile qui va nous faire la présentation, puis moi j'interviendrai avec lui sur les différents sujets. Alors, sachant que je remplace mon collaborateur Grégory Bartel qui devait faire la réunion, qui malheureusement à la grille comme pas mal de personnes aujourd'hui. C'est la saison, donc je le remplace aujourd'hui, mais c'est à peu près la même chose. Après, le contenu devrait être aussi explicite. Merci Lan pour cette présentation. Moi, pour ma part, Eliette Fan, chargé des partenariats immobiliers chez Meilleur Taux. Mon travail, donc, accompagner du coup nos partenaires professionnels de l'immobilier pour sécuriser les ventes et notamment sur la partie financement, adapter le modèle de partenariat avec chacun de nos partenaires parce que chacun a son business model et sa façon de travailler. Mais en tout cas, effectivement, on est là pour trouver des solutions de financement afin de vous permettre de développer vos ventes et le chiffre d'affaires, bien évidemment. Donc aujourd'hui, comment développer le patrimoine de vos clients en 2024 et notamment plus spécifiquement du coup les solutions de financement pour de l'immobilier ancien avec travaux parce que je pense que vous l'avez vu, la fin du Pinel approche. Alors, que je vais suivre. Au menu du jour, donc un point sur les marchés financiers, point marché financier, ensuite crédit immobilier, en découle le marché immobilier sur la résidence principale et le locatif. On va vous expliquer comment avec Cassius on travaille pour du coup développer les ventes. Vous allez également du coup voir comment Cassius amène des solutions patrimoniales pour ses clients. On va faire les exemples de financement et à la fin euh, l'analyse du crédit. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime beaucoup effectivement faire de l'analyse technique que j'ai appris du coup. Il fut un temps en cours. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? L'OAT, 10 ans. L'OAT français du coup sur 10 ans. Donc c'est à cause de cette OAT qu'effectivement il y a eu un goulot d'étranglement sur l'année 2023 et qui fait qu'effectivement les taux ont fortement augmenté. L'OAT tout simplement est le taux sur lequel les banques françaises aujourd'hui empruntent. On voit que l'OAT a augmenté jusqu'à 3,54%. Vous imaginez bien que si les banques empruntent à 3,54%, elles ne peuvent pas prêter aux clients en dessous de ça, sinon elles perdent de l'argent. Sauf qu'effectivement, on avait le taux d'usure qui bloquait. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un arrêt du crédit immobilier, tout simplement parce que les banques ne margeaient plus et ne pouvaient pas marger. Aujourd'hui, le taux d'usure n'est plus un sujet. Il a été revu effectivement mensuellement et il est en totale corrélation avec les taux du marché.
Mais là, ce que je voulais vous montrer avec ce graphique, c'est qu'en fait, depuis mi-octobre, fin novembre, on est effectivement sur une tendance baissière de l'OAT. Donc, on passe de 3,54 à hier, on était à 2,58, me semble-t-il. Donc, il y a quand même effectivement 100 points de base de différence, ce qui permet aujourd'hui aux banques de pouvoir marger. Donc, que l'on s'entende bien, elles empruntent sur les marchés à 2,58 et elles prêtent aujourd'hui toujours à 4,40%. On a effectivement de la marge pour les banques. Euh, donc, comme je vous l'avais dit, un euro était à 3,54, mais aujourd'hui, donc c'était 2,55 ce matin. Et en fait, donc, on parle de résistance à 2,40%. 2,40%, c'est tout simplement, je ne sais pas s'il y a la souris ici, il y a la souris ici, 2,40% qui a été atteint en juin 2022, qui était effectivement pour le coup, non pas qui était effectivement une résistance, hop, qui a été retestée ici en tant que support. Pour utiliser les bons termes. Et aujourd'hui, effectivement, cette tendance baissière va se rapprocher de ce support et va venir le tester. Quoi qu'il en soit, effectivement, donc ici, c'est pas résistance, mais c'est support pour utiliser les bons termes. On est sur une tendance baissière de l'OAT. Qui dit tendance baissière, donc du coup, pas de hausse de taux. Donc ça, déjà, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Les taux ne vont pas augmenter. Et on va plutôt être sur un trend entre 4% et 5% en taux de crédit sur en tout cas déjà le premier semestre 2024. Une stabilisation des taux, certes, à 4%, qui est en fait le taux normal, mais une stabilisation des taux va faire que la correction de marché sur les prix de l'immobilier va pouvoir effectivement se faire et refaire décoller le nombre de transactions. Donc aujourd'hui, sur le taux d'emprunt, sur le crédit, effectivement, au niveau des banques, on voit une stabilisation des taux et même une diminution des barèmes. Encore hier, on a reçu un barème d'un partenaire bancaire qui prête sur 25 ans à 4,20%, voire même 4,10%, où là, les autres banques sont entre 4,40, voire même du 4,70. Donc voilà, comme je vous dis, on va fluctuer entre 4 et 5%. En fonction du coup de la stratégie de conquête de la banque, elles vont augmenter ou baisser les taux, mais dans cet ordre de grandeur. Comme je vous l'ai dit, le crédit immobilier est de nouveau rentable pour les banques. Et si vous ne le savez pas, le crédit immobilier est du coup un outil de conquête pour la banque. Personne ne se balade dehors et rentre dans une banque et dit bonjour, je veux être client chez vous. Ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, les banques, pour capter de la clientèle, elles prêtent pas cher et ensuite elles conservent le client sur toute la durée du crédit parce qu'effectivement, en contrepartie, comme vous le savez, il y a du coup la domiciliation des revenus qui est demandée et puis tout l'équipement, que ce soit l'assurance habitation, l'assurance et toutes les assurances vie qui vont avec. Donc, on a également comme signe la baisse des taux. Les décotes possibles, aujourd'hui, les banquiers nous disent, voilà, sur des beaux dossiers, on est en mesure de décoter pour récupérer le client. Donc ça, on revient sur le modèle d'il y a 6-7 ans, où effectivement, le courtier peut négocier des décotes auprès des partenaires bancaires. C'est là où le métier de courtier reprend tout son sens. On a également l'ouverture de la zone de chalandise. Des partenaires bancaires qui ne rayonnaient que sur une certaine zone, quelques régions, 2-3 régions, s'ouvrent finalement sur la France entière et donc qui montrent une forte volonté du coup, de conquête de nouvelles clientèles. Le hors secteur également, on a entendu déjà des banques, par exemple, qui sont, je vais dire n'importe quoi, il y a une banque qui est en Normandie qui finance un client à Lille. S'il est OK pour une relation à distance avec une ouverture de compte, ça veut dire qu'effectivement, il y a des banques qui sont dans leur coin et qui veulent capter quand même de la clientèle, même si elle n'est pas sur son secteur. Ça, c'était effectivement le modèle d'il y a 6-7 ans.
Et ensuite, l'ouverture à d'autres produits. Euh, L'ouverture à d'autres produits, j'entends par là, nous disposons de partenaires bancaires qui ne finançaient que de l'investissement locatif, qui cherchaient à capter que les investisseurs et ne finançaient pas de résidence principale. Aujourd'hui, pour capter une nouvelle clientèle, ils s'ouvrent également à la résidence principale et vice-versa. En 2023, beaucoup de banques se sont concentrées sur le peu de crédit qu'elles pouvaient distribuer, se sont concentrées sur l'acquisition de résidences principales. En cette fin d'année, ils ont réouvert du coup sur l'investissement locatif. Donc, les vannes se réouvrent bien au niveau des partenaires bancaires et les banques prêtent. Et est-ce que, Émile, si tu me permets, est-ce qu'on peut imaginer dans la conjoncture actuelle, parce qu'à suite à une année, on va évoquer par la suite le nombre de transactions et puis le nombre de succès crédits, hein, parce que nous aussi, on a été confrontés à ce sujet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, un dossier qui n'aurait pas abouti en 2023 peut être considéré sur le début 2024, enfin, je parle des 7 prochains jours parce qu'on y est déjà. Est-ce que c'est des dossiers qui pourraient être retraités sur les mêmes établissements bancaires ou comment on doit aborder le sujet? Ouais, totalement. Totalement. Alors, faudra bien revoir du coup les dates de conditions suspensives, euh, pouvoir re-signer quelque chose. Mais oui, les clients ont toujours été éligibles au crédit sur même 2023, hein. En fait, c'est juste que les banques n'étaient pas rentables à prêter. Donc ouais, aujourd'hui, maintenant qu'elles sont rentables, on peut réétudier effectivement les dossiers. Il ne faut pas hésiter justement à nous solliciter sur ça. Euh, Parce qu'aujourd'hui, les banques veulent du client et du coup, sont prêtes à prêter. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Totalement. Et en dernier lieu, effectivement, on a gros sujet sur le DBE, sur les passoires thermiques, et on a des bonifications pour les travaux de rénovation énergétique. Donc, les banques peuvent prêter sur 25 ans plus 2, donc 27 ans, et surtout, elles sont en mesure d'appliquer des décotes de moins 0,30. Ok, et sur ce sujet-là, Émile, question qui me semble logique par rapport à nos projets de rénovation, puisque on abordera le sujet par la suite, mais est-ce que nos travaux lourds de rénovation dans la globalité des bâtiments laissent penser qu'on puisse financer éventuellement sur 27 ans avec la durée des travaux? Sur 27 ans, ça va dépendre effectivement des banques. Si elles sont OK pour aller sur du 25 ans en investissement locatif, on va appliquer effectivement 2 ans en plus de différé pour les travaux. Quoi qu'il en soit, effectivement, tant que vos travaux respectent un DPE, hein, les normes fixées par l'État, à ce moment-là, au-delà des bonifications de taux, peuvent même du coup s'appliquer les aides de l'État. Très bien, merci. Très rapidement, un point sur la capacité d'emprunt, malheureusement, des clients qui a diminué à cause de la hausse des taux. Donc, on n'est plus effectivement sur le modèle d'avant. Il y a maintenant 2 ans, on pouvait avoir du 1,20% sur 20 ans. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, avec effectivement une hausse de plus de 3%, on se retrouve avec 50 000 euros en moins pour un revenu net de 3 000 euros. Donc effectivement, ça réduit drastiquement la capacité d'emprunt de nos emprunteurs. Et justement, comme je le disais à Nat ce matin, euh, les emprunteurs aujourd'hui veulent acheter, ils veulent emprunter et ils empruntent du coup sur leur capacité maximale. Ils vont à 33% d'endettement et sur 25 ans. Bon, c'est vrai qu'après, nous, on en parlera peut-être par la suite, mais le panier moyen d'investissement a vu diminuer, mais ça semble assez logique. C'est vrai que comparé à cette tableau de récapitulatif, ça semble tout à fait cohérent avec les propos que vous tenez, puisqu'effectivement, on voit une baisse considérable de l'enveloppe et d'investissement par rapport à différentes typologies de projets qu'on peut proposer. Donc, tout ça a de la cohérence. Alors, sur le marché de l'immobilier, très rapidement, donc comme je vous l'ai dit, hausse des taux, donc baisse de capacité d'emprunt, forcément, diminution des accords de prêt, euh, diminution voilà, des prêts distribués par les banques. Alors, il faut savoir que nos partenaires bancaires dans les cellules de crédit étaient un petit peu entre deux chaises, hein. Eux, ils veulent faire du business, veulent prêter, mais effectivement, au-dessus d'eux,
On leur disait non, c'est pas rentable et c'était mieux du coup de placer de l'argent. On estime du coup une diminution des transactions sur 2023 de l'ordre de 20%. On devrait avoisiner les 800 Hmm. 000 ventes sur l'année, ce qui est en corrélation avec les chiffres que nous avons chez Meilleur Taux en termes de demande de crédit. On est à moins 20% également. On estime aujourd'hui que le prix de vente, alors là on parle surtout sur la résidence principale, le prix de vente est encore trop élevé par rapport à la baisse de la capacité d'emprunt des acheteurs. Et je pense que vous l'avez ressenti du coup sur le BFA. Alors sur la vente de VFA, alors nous aujourd'hui c'est vrai qu'on est un peu sur l'immobilier ancien restauré, mais c'est vrai que nos confrères de l'immobilier neuf ont pu communiquer, enfin, on a pu échanger pas mal pendant l'année 2023, qui ont subi des fortes chutes d'activité, de transactions. Pour certains, c'est bien plus que 20%. On en parle des fois de 60% de base d'activité chez les promoteurs en VFA. En immobilier ancien restauré, c'est un petit peu différent parce que alors, il y a une baisse d'activité qui s'est fait sentir, ça c'est certain. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une activité qui correspond en fait aux volontés du gouvernement avec notamment la rénovation des bâtiments existants, avec les perspectives du ZAN sur l'artificialisation nette des sols. Et donc, c'est vrai que j'allais dire que la volonté d'investir reste présente, la volonté de baisser son imposition reste présente, et donc le marché reste sollicité, mais c'est vrai que c'est le taux de transformation, le taux de confiance peut-être des investisseurs qu'on a vu s'effriter sur l'année 2023. Puis après, en plus, d'échec bancaire, malheureusement, qui a vu augmenter sur le courant de l'année. Donc par rapport à ça, ouais, on est encore à paix avec les chiffres. Alors, bien évidemment, c'est pour ça qu'aussi on est là, pour trouver des solutions, à apporter de la matière pour envisager 2024 avec confiance et puis repartir de plus belle pour pas laisser tomber les dossiers qui ont été mis de côté en 2023, puis les repositionner sur 2024, tout simplement. Totalement. Moi, me semble-t-il qu'effectivement, en plus, le parc ancien de l'immobilier français est énorme. Beaucoup de passoires énergétiques, beaucoup d'anciens de logements inoccupés également, donc qui nécessitent effectivement d'être rénovés, parce qu'on a quand même en France une carence sur le logement. Ouais. C'est vrai que la situation actuelle et les obligations imposées aux propriétaires bailleurs avec l'amélioration du DPE correspond aussi au dialogue qu'on avait pu avoir au fil des années, parce que alors, c'est vrai qu'on a pu avoir une pédagogie au fil des années qui était peu écoutée à l'époque, parce qu'on avait beau expliquer cela, c'était pas forcément bien compris, qu'une rénovation d'un bâtiment, en fait, n'a de cohérence, en tout cas d'un appartement, n'a de cohérence que si elle est faite dans l'intégralité du bâtiment. C'est pas une rénovation juste de votre appartement qui va être suffisant, mais il faut vraiment une rénovation globale de l'ensemble immobilier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est complètement cohérent avec des projets qu'on peut proposer, puisqu'on va nous systématiquement proposer des DPE projetés sur chacun de lots qui vont être mis à la vente pour que justement répondre aux demandes des banques qui vont financer justement les investisseurs et puis qui vont aussi correspondre aux obligations qu'on aura, alors soit imposées par les dispositifs fiscaux, mais d'une façon générale imposées par le gouvernement, par la loi résilience et climat sur laquelle on s'est cadré. Alors, est-ce qu'on aura atteint les objectifs? Moi, je souhaite qu'on soit précurseur, mais ça va être en France, on est en tout cas en tête de navire européen qui se trouve en tête de navire au niveau mondial, au niveau de ce respect des- de diminution en tout cas de consommation énergétique au niveau du bâtiment. Ok, très bien. Merci Lan. Donc justement, dans cette période de tempête pour tous les acteurs de l'immobilier, que ce soit les agents immobiliers, les promoteurs, les courtiers et même les notaires et tout ce qui est aux alentours, donc c'est-à-dire les décorateurs, les artisans, enfin tout le monde a subi effectivement cette crise et c'était justement le bon moment pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour du coup sécuriser les ventes et développer le chiffre d'affaires de chacun. Ouais. Donc effectivement, pour MBS, Meilleur Taux Business Solutions est la cellule B2B de Meilleur Taux qui met à disposition des partenaires, des professionnels de l'immobilier comme Cassius. Nous leur mettons à disposition notre cellule de courtier qui est basée ici sur Paris. Cette cellule de courtier finance
la France entière et également les non-résidents. Nous finançons bien évidemment donc les résidences principales, mais surtout nous sommes spécialisés sur l'investissement locatif. Il s'avère qu'effectivement, euh, de par tous les dispositifs qui existent, que ce soit la Pinel, le LMNP, le MAGRO, Monument historique, la SCPI, ce sont des mécanismes qui sont un petit peu plus complexes que la simple résidence principale. Et donc, ce sont des financements que nous maîtrisons et que surtout nos partenaires bancaires également maîtrisent. Ouais, c'est Voilà. tout. Si tu me permets, Émile, c'est tout naturellement, effectivement, qu'on a mis en place ce partenariat. Pourquoi? Alors déjà, parce que Émile, on se connaît depuis quelques années maintenant, mais c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte au fil des années, encore plus en 2023, que dans un marché immobilier, où effectivement ce type d'opération avec des montages en ASL qu'on va pouvoir évoquer par la suite, avec une vente d'un foncier existant, avec des travaux de l'autre, doivent être maîtrisés par des professionnels pour justement défendre les dossiers auprès des banques. On l'a vu que trop souvent, des banquiers qui tentent de voler, enfin de voler, allez, récupérer la vente chez lui, qui a été faite par notre partenaire CGP, qui a fait tout le travail, hein, parce que généralement, c'est ce qui se passe, c'est tout le travail d'apprentissage, de pédagogie, de définition du besoin, de définition de l'offre, de la sélection des produits a été faite en amont. Et puis, au moment où on doit trouver le financement, eh ben, on se retrouve confronté à un investisseur qui va solliciter sa banque un peu naturellement et puis qui se fait détourner. Enfin, on appellera ça comme on veut. Mais des partenaires de vente qui perdent la vente, nous aussi également, puisqu'on on est aussi là pour vendre notre offre et proposer nos services à notre réseau de partenaires existants et à venir. Et donc, c'est pour ça que naturellement, on travaille avec Merto et on met à disposition notre partenariat à notre réseau de partenaires pour que vous puissiez bénéficier justement du savoir-faire, de l'expertise d'une équipe dédiée à la recherche de financement. Et donc, peut-être Émile nous expliquer un peu comment fonctionne exactement de façon très, très factuelle la réception d'un dossier après la recherche de partenaires bancaires. Ouais, totalement. Donc, effectivement, dès que Cassius ou un partenaire de Cassius a la nécessité de financer un bien, à ce moment-là, donc, vous contactez Grégory Bartel, qui est ton responsable commercial, c'est ça? Ouais, Totalement. Donc Grégory qui va on le salue, merci. centraliser du coup toutes les demandes et ensuite nous les transmettre à Meilleur Business Solutions. Nous derrière, on va du coup prendre contact avec les clients pour faire la découverte patrimoniale en fait, hein. Euh, on va du coup voilà, faire la découverte patrimoniale, comprendre leurs revenus, charges, le projet et leur proposer du coup le meilleur plan de financement en corrélation du coup avec votre solution patrimoniale. Il y a toujours un échange dessus, Ouais. effectivement. On l'évoquera sur la présentation dans la dernière partie, je crois, mais quelques astuces pour bien identifier le profil client, parce que c'est vrai que une fois qu'on arrive au passage courtage, il faut bien comprendre que l'analyse du besoin et surtout de la capacité d'emprunt doit être fait au préalable. Parce que c'est effectivement source de dossiers qui peut ne pas aboutir si on a mal identifié en fait le besoin et la capacité d'emprunt du client. On le développera un petit peu par la suite, je crois. Totalement. Allez, la filière. Désolé, c'est fini. Ok. Justement, Grégory m'appelle souvent quand il a une hésitation sur le profil d'un client, parce que parfois, il peut y en avoir un petit peu partout, entre une SCI par-ci, un bien locatif par-là, une RP par une résidence secondaire par-ci, avec crédit, sans crédit, il nous passe un coup de fil, on échange ensemble, et ensuite, on peut lui calculer rapidement la capacité d'emprunt pour qu'il sache sur quel lot et surtout à quel prix il peut du coup positionner son client. Donc voilà, on accompagne Cassius sur toute cette partie-là, tout ce qui va tourner effectivement autour du financement. Donc pour tous les partenaires qui travaillent déjà avec Cassius, votre point d'entrée, c'est Grégory. Pour tous les autres qui nous regardent, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter du coup sur mon adresse mail. Hop. Alors, au niveau des solutions patrimoniales Cassius, pour revenir sur notre activité, alors on a même soufflé notre 16e bougie.
On est spécialisé dans l'immobilier ancien restauré depuis 16 ans, justement. On est monteur, opérateur et commercialisateur de solutions d'investissement en immobilier ancien restauré principalement. Aujourd'hui, on a en cours de commercialisation 14 programmes qui sont sur tout le territoire, puisqu'on va couvrir le nord de la France avec Dunkerque, qui est à l'extrêmement nord du pays. Après, on va passer par le Havre, on va passer par l'Est à Metz, et on ira un petit peu plus dans le centre-ouest vers Tours, en passant par l'Île-de-France avec de beaux sujets sur Pontoise et Saint-Germain-en-Laye. Et puis après, ben, on sera présent sur le sud de la France avec Nîmes, Uzès, Avignon, sur la côte ensuite, sera présent sur la ville de Toulon, la Londe des Morts. Et on terminera dans le 06 à Grasse, sur différents sujets, sur des opérations qui vont être systématiquement éligibles au déficit foncier, puisque c'est le modèle de conception de nos projets, ils sont systématiquement éligibles au déficit foncier, puisque on constate aujourd'hui, c'est la majorité du profil des investisseurs sur notre offre qui ont déjà des revenus fonciers. Et c'est vrai que les montages qu'on propose sont vendus dans le cadre d'ASA, c'est-à-dire qu'il y a un projet de rénovation qui est vendu. On parle de la vente d'un bien en son état existant. Donc, tu l'évoquais tout à l'heure, un DPE existant qui est souvent catastrophique, puisque clairement, on vend des passoires énergétiques. Aujourd'hui, ils vendent un foncier décoté à 70-80%. C'est un petit peu logique. Et justement, l'investisseur va adhérer à ce projet de rénovation dans le cadre d'une ASL qui va porter justement le projet de rénovation, et qui va pouvoir justement, avec ce budget travaux, bénéficier d'avantages fiscaux, notamment la loi Malraux, monument historique qui reste un déficit foncier sur les bâtiments classés. Du Pinel dans l'ancien, du Pinel Plus, quand on va avoir la dernière année 2024, ils vont avoir des dossiers qui sont éligibles Pinel Plus sur l'offre qu'on peut proposer. Donc, faut pas le mettre de côté. C'est la dernière année où c'est encore possible. Et le dispositif de Normandie, avec notamment le projet de Dunkerque. Je l'évoquais tout à l'heure, mais c'est vrai que systématiquement, nos DPE projetés vont être sur des objectifs qui vont répondre en fait à la loi climat et résilience, pour éviter d'avoir des problématiques dans l'avenir et d'avoir une vraie pérennité sur l'investissement que va faire votre investisseur, enfin vos clients. Et puis, on va être des fois beaucoup plus contraignant, puisque en Pinel Plus, par exemple, on va être sur des DPE à atteindre en A ou B. Et sur le domaine Normandie, on va effectivement aussi également devoir améliorer les conditions de performance énergétique selon ce qui a été établi par la loi. Donc voilà, en tout cas pour l'investisseur, ça lui permet d'avoir un projet d'investissement et un produit d'épargne, de capitalisation, de transmission et également, puisque c'est le cas sur le monument historique, en cohérence avec les obligations que l'on a actuellement, donc vraiment d'avoir une visibilité sur les années à venir, sur l'épargne qui va pouvoir constituer sur un support pierre avec des avantages, je dirais, fiscaux qui lui sont garantis par une bonne fin fiscale qu'on va porter sur les dossiers par l'intervention d'un cabinet d'avocats fiscalistes systématiquement sur tous nos projets. Ok, très clair. On va prendre par la suite des cas, comme ça permettra de parler de l'offre sur des cas de financement identifiés pour que on a essayé de prendre des cas qui sont un peu récurrents sur les demandes qu'on peut avoir. On ne balayera pas tout l'offre, ni toutes les questions, c'est pas le but, mais en tout cas, c'est le but de vous expliquer que nous, on est disponible pour vous apporter des solutions avec le soutien justement de Merco Business Solutions et d'Emile et de son équipe sur notre offre immobilière qu'on vous propose. Très clair. Juste pour ma culture personnelle, le Pinel Plus, c'est le Pinel optimisé, c'est quoi? Alors le Pinel Plus, c'est toujours la conservation de l'avantage fiscal Pinel tel qu'il était il y a 3 ans de ça, puisqu'il a vu se dégrader au fil des années. Et le Pinel Plus peut être atteint en fonction de deux conditions qui peuvent être cumulatives. Soit ça va être une question d'emplacement dans le quartier prioritaire de la ville, c'est-à-dire qu'en généralement certaines communes de France, je pense à Toulon, puisque notre programme de Toulon est éligible, vont identifier un périmètre dans leur centre ancien qui va être éligible au Pinel Plus, c'est-à-dire qu'on va rénover des bâtiments anciens, on va devoir atteindre des objectifs de DPE qui seront A, B ou C.
et qui permettront d'avoir le Pinel auto-plein. Donc ça, c'est en fonction de l'emplacement. Et sinon, bah, si on atteint justement des performances énergétiques qui sont un petit peu meilleures, puisqu'ils seront systématiquement sur AOB, et qui devront répondre à des contraintes liées aux conditions d'habitation dans le logement, à conditions de surface, conditions d'exposition, conditions de surface privative extérieure. Et ça va être des contraintes qu'on va pouvoir atteindre sur des bâtiments, notamment qui sont dans un environnement peut-être qui permettent de créer des jardins privatifs. Je pense notamment à Pontoise en Île-de-France qui le permet, puisqu'on va privatiser des zones de jardin. Alors, il y a beaucoup d'appartements avec terrasse sur le dossier de Pontoise, et il y a en même temps tout un beau parc paysager qui est classé, puisqu'on est sur l'environnement d'un monument historique, et qui va permettre de créer des zones privatives pour une majorité des lots. Donc, on aura une grande partie des lots qui seront régis de Pinel Plus avec les bienfaits de la région parisienne, avec des niveaux de rentabilité assez optimal. Ok, top. Merci pour cette réponse très claire. Justement, un exemple de financement. Oui, alors on a pris des exemples sur des cas pratiques, sur des bâtiments existants, ce qui permet vraiment de se projeter de façon beaucoup plus aisée. Le premier, c'est un monument historique qui se trouve à Nîmes, qui est rue Saint-Castor, donc en hypercentre de la ville de Nîmes. Donc le bâtiment est éligible à Malraux, puisqu'on est dans le secteur sauvegardé de Nîmes, donc avec tous les besoins de première nécessité à 2 minutes à pied. Il est vraiment bien situé sur la commune. Et puis, le bâtiment est monument historique puisqu'il est classé et bénéficie de fait du déficit foncier. Donc, on va pouvoir répondre à pas mal de sollicitations d'ordre fiscal, mais qu'on pourra aider à trouver avec nos partenaires s'il y a une interrogation sur quel dispositif faut-il privilégier sur la fiscalité et le cas client qu'on pourra identifier ensemble. Petite copropriété, 11 lots sur une livraison prévisionnelle fin 2026 avec un bon ratio de travaux, parce qu'il y a 80% de travaux sur le projet. On a pris en focus le lot 1.02 qui est revenu à la vente. Alors, cas typique de refus de dossier bancaire. Effectivement, c'est un beau lot sur cour intérieure avec un espace de vie extérieur de 6 mètres carrés. Ce qui n'est pas forcément hyper courant sur des monuments historiques centre-ville et encore plus sur une ville historique comme Nîmes. On est sur un ratio de travaux sur le 75% avec un loyer de 495 €, sachant que chaque fois nos grilles locatives de loyer sont estimées, validées par des acteurs notables de la gestion de location, soit Foncia Chitia, soit alors des agences qui sont sur des volumétries de nombre de lots à gérer assez significatifs sur le secteur. Ok. Donc sur cet exemple-là, je crois qu'on avait pris le sujet d'un prêt classique amortissable. Tout à fait. Pour que tu puisses justement nous profiler en fait le financement qu'on peut proposer, enfin que nos partenaires puissent proposer à leurs clients, et se permettre justement de faire les bonnes simulations financières et adéquates. Absolument. Donc la plupart des monuments historiques sont financés plus de 80-90% en prêt amortissable. Assez classique en soi. Voilà. Aujourd'hui, les banques demandent l'apport des frais. Frais annexes, parce qu'il y a les frais de notaire, hypothèque, frais de dossier. Frais de dossier bancaire, frais de courtage, bien évidemment. On est sur une durée généralement de 20 ans maximum pour de l'investissement locatif en soi, car le monument historique est un investissement locatif. Et dans certaines banques, on peut aller sur du 25 ans à la marge. Alors là, je n'ai pas mis du coup la période de différé. Vous pouvez rajouter aux durées mentionnées, mais encore, ça dépend de certaines banques. Certaines banques vont faire du 2+20, tandis que d'autres vont faire du 20, dont 2 ans de différé, par exemple. Le différé, pareil, en fonction de la banque, on sera généralement sur 2 ans dans 80% des cas avec nos partenaires bancaires, et certaines peuvent prévoir une période d'anticipation de 3 ans maximum. Toujours ne pas dépasser du coup le 33% d'endettement, ça c'est les règles du HCSF qui n'a toujours pas bougé, et donc bien calculer du coup l'endettement en classique.
On verra ça à la fin de notre webinaire. On va faire un petit cours de mathématiques. Donc voilà, j'ai pris du coup le prêt amortissable parce que c'est la façon la plus générale de financer aujourd'hui le monument historique. Et donc du coup, comme l'Anne l'a dit, on est sur du coup 61, allez, 62 000 euros de foncier. Et ensuite, on a une grosse partie de travaux d'à peu près 190 000 euros. Donc là, on a du coup bien spécifié, préciser du coup chacun des postes de coût concernant du coup les frais annexes qui seront du coup en apport, payés à la signature notaire. Et ensuite, on va avoir le paiement directement du foncier à la signature notaire. Donc là, on est passé du coup par un prêt sur 20 ans. Aujourd'hui, sur 20 ans, pour de l'investissement locatif, on est sur du 4,40, 4,41. Sur de la résidence principale, vous pouvez enlever moins 0,30, 0,40 par rapport à ce taux-là. On va avoir du coup un premier amortissement à 389 euros par mois, donc ce que l'on va payer mensuellement suite au déblocage du foncier. Et ensuite, petit à petit, donc c'est quoi généralement? C'est tous les 6 mois. Alors là, sur cette opération-là, on va être sur 2024 avec une programmation prévue pour fin 2026. Donc, on va appeler 50% du budget de travaux la première année. Ça va permettre justement de démarrer le chantier qui sera prévu pour la fin d'année 2024 pour ensuite enclencher et appeler 30% suivants en 2025 et 20% sur 2026. Donc ça permet pour éventuellement celui qui va se greffer par la suite, après de cumuler, après on se fait un calcul une fois taillé, il ne faut pas hésiter à nous solliciter en fonction des opérations, parce que en fonction du besoin, aujourd'hui, c'est bien de prévoir 50, 30, 20 pour que la programmation et les acomptes sur les sous-traitants qui vont ensuite faire les travaux puissent être payés. Et puis ensuite, les appels de fonds sont aussi flexibles sur ces projets en ASL, puisque sur le monument historique notamment, on va avoir assez fréquemment un appel de fonds qui peut être fait par le client, par exemple à 100%, parce que ça ne va pas concerner des revenus exceptionnels. Et c'est vrai que c'est la grosse souplesse du monument historique. Alors, pour le petit tips qui peut être donné par rapport à la ligne de prêt sur les travaux, c'est que si vous ne débloquez pas 100%, la ligne de prêt continue, il ne rembourse pas le capital, en fait, l'investisseur. Donc, ça peut être aussi intéressant. Il va rembourser en fonction du modèle de prêt qui va être identifié, avec les intérêts d'emprunt et l'assurance emprunt par-dessus. Alors, sachant que le monument historique, les intérêts d'emprunt sont déductibles de son revenu global si on n'a pas de revenu foncier. Donc, ça peut aussi avoir du sens de payer ces intérêts d'emprunt pendant toute la durée du financement. Ouais, totalement. Sur de l'investissement et surtout sur du dispositif fiscal des intérêts d'emprunt, finalement, c'est quelque chose de bien. Tout à fait. Ouais. Donc on n'est pas sur de la recherche de taux, de la négociation de taux, on est plutôt sur la recherche de solutions avec effectivement des différés, un allongement de durée, une modulation de durée. Ça, on va les voir ensemble. Sur ce cas-là, donc on a bien deux lignes de prêt distinctes, une pour le foncier et une pour les travaux, avec des blocages de fonds successifs sur lesquels on va payer uniquement les intérêts intercalaires ou pas. Ça va dépendre effectivement des négociations. Et une fois que l'intégralité des travaux sont débloqués, à ce moment-là, on commence l'amortissement sur du coup des 20 ou 25 ans. Le profil type de client. Oui, profil type du client, là on prend l'exemple assez classique du monument historique. Je pense que là aussi tu me confirmeras si on est bon, mais c'est vrai qu'il faut prioriser ceux qui sont déjà propriétaires de résidence principale, parce que ça, c'est ce qu'ils ont de chaque côté, et d'un point de vue profilage bancaire, c'est quand même une valeur ajoutée. Il faut qu'il ait une bonne capacité d'emprunt, cohérente avec ce qui va être préconisé, évidemment. C'est-à-dire que celui qui a une bonne capacité, il va pas forcément avoir un volant d'investissement qui doit être cohérent. Après, il faut imbriquer tout ça par rapport à sa capacité d'épargne, par rapport à sa fiscalité. Il faut que tout soit bien ajusté. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai travail en amont. Et c'est vrai que c'est important ce travail de chiffrage, en tout cas qui peut être fait avant la présentation au prospect pour ne pas se tromper sur le projet qu'on va lui soumettre et qui va éventuellement il va avancer dessus. Parce que ça peut être un peu catastrophique, ça peut être éventuellement la capacité du CGPI qui sera mise en question dans sa capacité à cibler correctement le budget optimal. L'épargne résiduelle, ça je pense que tu me valideras également la nécessité pour que la banque puisse avancer sereinement sur le projet et profil. Et c'est vrai que d'un point de vue TMI, tranche marginale d'imposition, hein,
de l'investisseur, il faut qu'il soit minimum à 30% s'il a des revenus fonciers. Il faut qu'il ait quand même un petit peu de revenus fonciers un peu conséquents. Sinon, c'est à partir de 41%. Ça devient de la magie si on est à 45%, plus des revenus fonciers avec des effets de levier fiscaux fort importants par rapport à ça. Donc après, une fois qu'on a dépassé cette tenue à 41%, on peut aller les yeux fermés sur le monument historique tout en considérant bien évidemment les durées de conservation, puisqu'il y a différentes choses qui doivent être aussi considérées, mais on n'est pas là forcément pour développer sur cette partie fiscale. Ça pourrait faire l'occasion d'un autre webinaire. Ça marche. Donc effectivement, là, on est sur le client qui a de la capacité d'emprunt pour emprunter, mais qui ne dispose pas spécialement d'une grosse épargne financière. Ensuite, où est-ce qu'on va? Pontoise. Voilà, on va à Pontoise sur l'immeuble L'Ermitage qui nous a été cédé par le lycée Saint-Martin de France, qui est un lycée privé catholique qui est très connu sur le Val d'Oise et pas forcément que le Val d'Oise. En tout cas, ils nous ont cédé le pavillon à leur extrême ouest de leur ensemble, qui est absolument superbe, qui est posé dans un parc boisé classé que j'évoquais tout à l'heure. On en fait 21 logements, on est à 15 minutes de l'Essec, on est à 10 minutes des deux stations de RER et du Transilien, donc proche de Paris pour celui qui veut rejoindre. On est juste à côté du centre universitaire de Cergy, donc bref, on a une proximité de tout. On a le centre commercial c'est les Trois Fontaines, qui est aussi à 10 minutes à pied, donc on a vraiment tout à proximité. Puis on a ce bâtiment-là sur lequel on va réaliser 21 logements. Les premiers actes passent cette année, donc c'est une opération qui est lancée. On est sur une livraison fin 2026 avec un ratio moyen de 78% avec des lots avec, vous avez vu une vue superbe sur l'Ouest. Quand on contrebas, vous avez le tennis club de Pontoise et l'Oise juste derrière. Donc un bâtiment qui comporte beaucoup d'avantages pour lui. Et on a pris un lot, le lot 007, qui est un beau T3 de 64 mètres carrés, parce qu'au niveau de la composition, on a tâché de proposer des appartements familiaux, puis des appartements très typés investissement locatif, des T1. Ils ont 2 places de stationnement qui sont bien intégrées dans l'environnement, qui se font dans la nature, donc c'est plutôt bien fait, avec là des loyers qui sont cohérents avec la zone, en zone A, et on est sur des demandes locatives soutenues, puisque proche de différents points attractifs. Et puis je répète, on a les secs à 15 minutes du bâtiment à pied, donc ça peut être utile à envisager pour la location future meublée et autres qu'on peut imaginer sur ce projet-là. Ratio travaux du lot 79%, donc assez important pour la région parisienne également. Ok. Tu peux aller sur le slide suivant. Ouais. Et donc là, en fait, on a pris le cas d'un prêt in fine, puisque c'est vrai que ça va être des sujets de conditions de financement qui sont souvent demandés. Pourquoi? Parce que on s'adresse à nos partenaires CGP qui sont en négociation avec des investisseurs qui sont souvent des investisseurs qui ont une certaine surface financière et puis qui vont être propriétaires, enfin en tout cas détenteurs d'avoir financier. Et donc c'est vrai qu'on voulait te soumettre ça pour avoir ton point de vue et nous donner aussi, là encore une fois, le cadre des financements in fine, ce qu'on peut imaginer en termes de financement. Ouais. Alors, le prêt in fine, aujourd'hui, comme je suis d'accord, est un prêt très peu distribué par les banques. Juste quelques-unes le font encore, mais peut-être que ça va revenir avec le temps. Mais en tout cas, on voulait vous expliquer effectivement comment ça fonctionne. On peut toujours le mettre en place. Donc, partons de base, effectivement, avec un apport minimum des frais annexes. Pareil, étant donné qu'on est sur de l'investissement locatif, on peut aller du coup, sur 20 voire 25 ans. On peut également faire du prêt in fine sur une résidence principale, mais bon, aucun intérêt. Là, on peut aller du coup sur 25 ans. Différé d'amortissement, pareil, en fonction des banques, en fonction du coup de la politique des banques, on sera sur 2 ans, voire 3 ans. Le HCSF, toujours présent, 33% d'endettement maximum après projet. Et par contre, effectivement, sur l'in-fine, on est sur des taux qui sont plus chers que sur du crédit amortissable. Donc là, on est à 5% sur 20 ans. Voilà. De toute façon, le in-fine sert surtout pour de l'investissement locatif avec des retombées fiscales derrière. Donc,
le taux, l'intérêt qui est généré, c'est quelque chose de bien au final. Par contre, sur ce type de prêt, ça nécessite de placer l'équivalent du montant du crédit sur un placement qui est bloqué auprès de la banque. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ce projet-là, si on emprunte, on va dire à 400 000 euros, il faut avoir 400 000 euros à D'accord. placer. Parce que fut un temps, certaines banques demandaient éventuellement à un abondement sur le contrat d'assurance vie. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut vraiment Aujourd'hui, c'est prévoir. 100%, ouais. Et ils vont pouvoir considérer le sujet sur des contrats uniquement fonds euros, ou alors on va pouvoir éventuellement caler un contrat d'assurance vie multi-support. Ça va dépendre, pareil, de la politique de la banque. Donc, en fonction de la banque sélectionnée, ouais, non, c'est vraiment eux qui sont un petit peu maîtres de ça, on peut pas vraiment choisir. Quoi qu'il en soit, c'est un placement qui est bloqué parce qu'en fait, tout simplement, étant donné qu'on n'amortit pas le crédit, étant donné qu'on ne le rembourse pas au mois le mois, ils ont besoin d'une garantie pour récupérer les fonds si jamais bah, vous ne la remboursez pas, tout simplement. Sur le crédit de filet, donc, on ne paye que les intérêts au mois le mois. Donc, pas d'amortissement et on rembourse le tout à la fin du prêt ou sinon en anticipé, mais en tout cas, on rembourse en une seule fois. Il n'y a pas d'amortissement sur ce crédit-là. Pour cet exemple, donc, on a 81 000 euros de foncier et 308 000 euros de travaux. Donc, au niveau des frais de notaire garantis, je passe. Et donc, pareil, étant donné qu'on est sur du foncier et du travaux, on va être sur du coup deux lignes de prêt. Donc, une ligne de prêt pour le foncier directement pour la signature, où on va payer 368 euros d'intérêt mensuel. Et ensuite, la ligne de prêt travaux. Donc là, on est parti sur le même style de déblocage, c'est-à-dire 50%. Ça, c'est dès la signature, là. C'est ça? Ouais. Ok. Alors, c'est vrai que si on fait un calcul rapide, c'est vrai que ce genre de solution semble intéressant sur des contribuables qui vont être fortement imposés, qui vont avoir un effet de levier sur la partie travaux. Là, si on fait un rapide calcul sur une PME 41 plus les prélèvements sociaux, ça fait un retour sur investissement en termes de gain d'impôt qui peut être substantiel, hein, parce que ça ferait 41 plus 58% des travaux qui reviennent en économie d'impôt, plus 660 000 euros d'économie d'impôt. Donc, pour un effort initial de aller 10 000 euros, hein, parce que 2 000, 5 000, 7 000, ça fait 10 000 euros d'apport. Un contrat d'assurance vie qu'aujourd'hui, bah, souvent, on un petit peu de côté sur du fonds euro ou autre, ça peut être un effet de levier d'optimisation, puisqu'on va pouvoir compter sur la valorisation de son actif. Donc, là, bien évidemment, s'assurer qu'on achète sur un prix cohérent avec les marchés actuels. Alors, c'est vrai que on a pris l'exemple de Pontoise assez spécifiquement, parce qu'on est sur des prix de sortie qu'on a réussi vraiment à cadrer pour correspondre en fait au prix de l'immobilier neuf. On a plein d'exemples de prix, puisque de l'autre côté de la rue de Verdun, là où je trouve l'école, on va avoir des constructions non neuves. Donc, on a effectivement réussi à caler un positionnement prix hyper compétitif. Et donc, on peut penser que, vu l'environnement et vu les projets d'aménagement urbain de Pontoise, et quand on a vu son développement aussi de Cergy, hein, parce que ça fait déjà pas mal de temps que l'Oise est en plein de modifications et plein d'évolutions. On peut imaginer que bah, si on a un contrat d'assurance vie un petit peu performant et une valorisation de son actif, ça peut être un gain assez intéressant à proposer aux clients. Donc après, chacun doit faire ses calculs et profiler l'investisseur et en fonction de ses besoins et en fonction de ses projets. Totalement. Donc, bon, tant que tu nous expliques tout ça, j'ai fait mes petits calculs de tête. Petite erreur du coup sur le montage, quand j'ai dit le début de l'amortissement, il n'y a pas d'amortissement comme je vous l'ai dit sur le hit filet et on sera plutôt sur 1600 euros au total sur le paiement des intérêts. Voilà. Hop, donc le profit type, profit. Ouais, après, on revient sur ce que tu as pu évoquer, parce qu'en fait, les conditions d'octroi de ce type de financement, par nature, vont définir le profil d'investisseur. Donc, en gros, il faut qu'il ait au minimum le montant de l'investissement sur un contrat en entier. Oui. Évidemment, on ne va pas le démunir de l'ensemble de son épargne, ça serait quand même pas cohérent avec une approche professionnelle de conseil, et donc il faut qu'il ait au moins le double à disposition, qu'il ait une faible capacité d'endettement,
un patrimoine global conséquent, ça on l'avait eu, et qui souhaite en fait une optimisation fiscale. Et puis après, au niveau de la vision peut-être de l'investissement, qui soit sur une optimisation de sa fiscalisation, valorisation de l'épargne nantie et valorisation de l'immobilier. Alors là, encore sur l'épargne nantie, à voir avec l'établissement bancaire, s'ils acceptent de prendre un contrat extérieur ou de l'obligation de souscrire un contrat maison. Généralement, c'est le contrat maison. Ouais. C'est clairement. C'est comme ça, ils ont la main dessus. Là, effectivement, on est sur un client qui, contrairement à l'autre, au premier client avant, on avait le client qui disposait d'une grosse capacité d'emprunt, mais qui avait peu d'épargne. Là, on est plutôt sur un client qui a beaucoup d'épargne, mais pas de capacité d'emprunt. Donc là, vous trouvez, en fonction du coup de la typologie du client, une solution pour du coup qui défiscalise. On enchaîne très rapidement parce qu'il reste 10 minutes. On a pris notre immeuble de Grasse sur lequel les travaux commencent. On est sur une livraison prévisionnelle fin 2025 avec des lots qui sont aussi éligibles Pinel dans l'ancien. Tout le programme est éligible Pinel déficit foncier. Vous tournez sur un petit copro de 10 lots. Sur un ensemble qui se valorise beaucoup avec un ratio de travaux important de 83%. On a pris le lot 003, 15 studios de 25 mètres carrés, avec un jardin privatif de à peu près 10 mètres carrés, avec un loyer marché de 350 € sur les Alpes-Maritimes. Très clair. Hop. Sur celui-ci, bon, on l'a déjà passé, donc préamortissable. Le but là, c'était de vous montrer un petit peu les mensualités sur ce lot-là. Donc on serait hop, je crois que ouais, j'ai fait mes calculs assez rapidement. Mais on est pas tac 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 tac. Ouais, là j'ai fait mes calculs assez rapidement, donc je vais refaire mes petits calculs pour la présentation avant de vous l'envoyer. Mais voilà, sur ce type de projet-là, on était sur. En gros, c'est 8 000 € d'apport pour ensuite une ligne de prêt global, enfin deux lignes de financement, une à 29 000, une à 126 000 € qui restent sur des budgets maîtrisés qui peuvent là s'étendre sur 25 ans au maximum. On est sur des typologies d'eau sur un ensemble, la Villa Marcy, qu'on a pu diviser sur des appartements très typés locatifs, sur un environnement qui propose en plus des places de stationnement et chose denrée rare sur la ville de Grasse, est assez vallonnée, qui est notre capitale du parfum pour ceux qui ont déjà visité le secteur. C'est assez sublime à faire. Pas encore. Hop, là on est de toute façon. Même chose que tout à l'heure, hein. Là, TMI 30%, c'est vrai qu'on est sur ce projet-là. On l'a vu déjà même sur les premiers investisseurs. On est sur des typologies d'investisseurs qui sont sur des TMI à partir de 30%, hein, parce que certains ont fait des acquisitions pour bénéficier du Pinel ancien, Pinel Plus pour certains lots. Donc là, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, si ce n'est la capacité d'emprunt et puis la possibilité de les faire financer. Mais on l'a vu depuis tout à l'heure que les vannes s'ouvrent au niveau des banques. Donc ça va rester un programme accessible à tout à chacun. Très clair. Alors après, on va prendre comme exemple le château de Mercy qui se trouve sur le Metz Euro Métropole. On a pris cet exemple de financement parce qu'on nous demande souvent le profil client qu'on voulait évoquer. C'était la personne qui va arriver à la retraite, qui est en fin de carrière, qui clairement arrive sur le haut de sa carrière, gagne bien sa vie. Ses enfants sont sortis du foyer fiscal, donc je trouve avec deux parts au niveau du foyer fiscal se font allègrement sucrés par les impôts, ont des revenus fonciers qui sont aussi très largement reversés à plus de la moitié au trésor public en impôts. Et puis qui ont dit, ok, moi j'ai une grosse capacité d'emprunt, parce qu'en fait, à un moment donné, j'arrive à la retraite, j'ai plus d'emprunt, peut-être 2 lignes de prêt, peut-être sur l'investissement qui serait. Qu'est-ce que je peux faire? Et aujourd'hui, on nous sollicite souvent, est-ce qu'on peut faire du monument historique? Cette réponse, oui. Après, il y a des optimisations qu'on peut trouver, notamment peut-être avoir des bâtiments qui bénéficient des exonérations plutôt des droits de succession
Et c'est vrai que Château de Mercy va en bénéficier, puisqu'en fait, on a une partie du bâtiment qui va être ouvert au public, notamment sur le rez-de-chaussée, puisqu'on est sur du tertiaire qui va occuper la majeure partie du rez-de-chaussée du bâtiment. Sinon, sur le reste de l'opération, on fait 27 logements. On est sur la fin de commercialisation, sur un bâtiment absolument remarquable. On est en plein travaux, on est sur un planning qui nous permettra de livrer le projet fin 2025. Donc, on a 2024-2025, car c'est 2023. Pour les acquisitions, c'est beaucoup trop court. Et donc, il nous reste encore des lots, notamment sur la partie noble du bâtiment. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a des beaux sujets encore qui restent à la commercialisation. Il nous reste 4 lots, je crois. 4 lots. Et donc, on a pris le 306, un T2 de 47 mètres carrés avec 93% de travaux. Donc là, par rapport au déblocage de fonds de travaux, puisqu'on est en plein d'eau, on va appeler une majeure partie des travaux dès 2024 et le reliquat sur 2025, donc en courant d'année, pour qu'on puisse finaliser correctement la rénovation de l'ensemble immobilier, qui sera lui aussi livré avec 1 à 2 places de stationnement par lot d'habitation. Ok, très clair. Alors, pour un client bientôt à la retraite, avant, on a bien évidemment tous les autres types de prêts, hein, que ce soit le prêt amortissable in fine ou encore le prêt hypothécaire avec une garantie déplacée. Alors, celui-ci, pour l'instant, effectivement, il est bloqué par les partenaires bancaires. Là, si tu le fais en MH pour un investissement locatif, aujourd'hui, effectivement, c'est bloqué. Maintenant, si c'est pour une résidence principale ou une résidence secondaire, c'est quelque chose d'envisageable aujourd'hui. On peut le financer. Un prêt hypothécaire, bon, tout simplement, hein, c'est un prêt amortissable. Cependant, on va prendre une garantie, une hypothèque plutôt, pour être plus exact, une hypothèque sur un bien qui existe déjà. Généralement, là, si on est sur un client qui a déjà sa résidence principale de payer ou un investissement locatif de payer, que la valeur du bien aujourd'hui excède 300 000 euros, ou il y a 300 000 euros à minima et qu'il n'y a absolument aucune hypothèque dessus, aucun gage dessus, à ce moment-là, on fait un prêt hypothécaire. Donc, la banque met en place une garantie dessus, engage, et puis ensuite, elle prête derrière. De toute façon, il faudra respecter les 33% d'endettement, mais surtout, pour une personne qui est proche de la retraite, ça va être l'âge en fin de prêt. Quelqu'un qui a 55 ans et qui demande un crédit sur 20 ans, il aura 75 ans à la fin du prêt. Donc, pas de sujet dessus. Et pourquoi 75 ans? Tout simplement parce que ce sont les assurances emprunteurs et l'assurance emprunteur des banques. L'assurance groupe, généralement, qui bloque jusqu'à 75 ans. Les assurances déléguées, donc les sociétés qui ne font que de l'assurance emprunteur, elles peuvent aller sur 85 ans, mais encore faut-il que la banque accepte que l'on passe par une délégation d'assurance. Donc attention, quelqu'un qui est à la retraite, bon, la retraite, ça va être quel âge du coup? 65 ans? C'est la grande question. Alors, t'es un petit peu plus jeune que moi. Effectivement, je pense que ce sera pas loin de ça. Quelqu'un qui a 65 ans et qui va partir à la retraite, bah, finalement, s'il passe par la banque et avec l'assurance groupe, il aura un crédit sur 10 ans. Donc, ce qui va réduire finalement la capacité d'emprunt. Donc, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte et c'est pour ça qu'il faut nous solliciter. Oui, je pense que c'est la synthèse par rapport à ces cas très spécifiques, mais qui sont souvent sollicités. Il faut prendre le temps d'avoir une étude un petit peu plus approfondie du profilage avec nos équipes, avec Emile, pour qu'on puisse justement trouver la bonne solution de financement, pour que ça corresponde vraiment à la situation client et avec sa situation financière fiscale pour trouver le budget de l'opération et trouver le modèle de financement qui soit adéquat, puisque c'est possible avec des durées de remboursement qui vont dépasser justement l'âge de départ à la retraite, qui souvent est un frein un petit peu psychologique pour certains, mais il le faut pas, puisque souvent, voilà, comme j'évoquais tout à l'heure, ça va être des contribuables qui n'auront plus d'emprunt sur l'encours d'immobilier qu'ils puissent avoir. Donc, ça peut être quelque chose qu'on peut optimiser, puisqu'après, il y a les considérations d'IFI, notamment, enfin, plein de choses comme ça qu'on peut intégrer dans les calculs et dans les ajustements qu'on peut proposer à nos investisseurs. Donc, on avance peut-être, parce que je crois que l'heure tourne pas mal, et il y avait quelques sujets que tu voulais aborder. Totalement. Donc, ne pas hésiter à nous solliciter. Normalement, on a réponse à tout, parce qu'effectivement, on est doté d'experts crédits au sein de notre cellule Myrto Business Solutions. Mais ça, vous aurez l'occasion du coup de nous tester. Quoi qu'il en soit, moi, je vous donne aujourd'hui les petits tips pour le BABA du crédit, ensuite les pièges. Donc, assez basiquement, hein, il faut un CDI en période d'essai terminée. Autrement, pour tout ce qui va être indépendant, on va aller sur 3 ans. 3 ans, pourquoi? Parce que ce sont les organismes de garantie qui l'imposent aux banques. Donc,
Nous, on se soumet à ces critères-là, 3 ans pour faire du coup la moyenne des revenus des 3 dernières années. Mais le mieux, c'est 5 ans, tout simplement parce que les premières années, on sait que le chiffre d'affaires n'a pas forcément décollé. L'apport des frais annexes sur la résidence principale et l'investissement locatif aujourd'hui, c'est vraiment le prérequis pour être éligible du coup au crédit. Et toujours avoir de l'épargne de précaution. Aujourd'hui, quelqu'un qui achète, qui met toute son épargne en apport pour payer les frais, mais qui derrière n'a absolument plus rien, c'est un dossier qui est risqué. Le HLCF n'a toujours pas bougé, donc comme je vous l'ai dit, et je le répète, 33% d'endettement. Et on part sur une durée maximum de 20 ans pour l'investissement locatif. Après, en fonction de la banque sollicitée, si on peut tirer sur 25 ans, ce sera que mieux pour le client, mais encore, tout dépendra de la stratégie fiscale. Et ensuite, pensez à la valeur de la garantie. Tout à fait. La valeur de la garantie, beaucoup nous sollicitent parce qu'avant, on parlait beaucoup de 110%. Aujourd'hui, il faut savoir que la banque prend le bien en garantie. Et si effectivement, le bien vaut moins que la valeur du crédit, finalement, la banque, elle prend un petit risque à prêter plus que ce qu'elle ne prend en garantie, ce qui est totalement compréhensible. Ah, il y a le calcul du taux d'endettement, je crois que c'est très important et c'est bien que tu puisses l'aborder. Ouais, totalement. J'ai pris là un couple assez basique en soi, donc 5 000 euros à deux par mois, donc 2 500 chacun. Ils ont déjà un crédit sur la résidence principale à 1 200 euros sur 25 ans. Et ensuite, effectivement, ils ont un crédit déjà sur la résidence locative. Le calcul d'endettement différentiel va concerner du coup la clientèle investisseur. Beaucoup font, beaucoup, et que ce soit les clients ou certains CGP encore, hein, viennent me dire oui, non mais moi mon client il n'est pas endetté parce que il a un investissement locatif qui rembourse intégralement le crédit. Donc, effectivement, bah en fait non, avec le HSF on est obligé de calculer en classique et en fait ton client il est endetté malheureusement. Donc il fallait me solliciter avant, comme ça derrière, et bah tu sais que bah tu vas pas perdre de temps du coup avec ce client. Et ensuite, à l'inverse, si on voit qu'il y a de la capacité d'emprunt, on va calculer justement l'enveloppe et ensuite vous pourrez du coup mettre le lot en conséquence. Les pièges du crédit, donc pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse du crédit, quelqu'un qui achète seul mais qui vit en concubinage par exemple et qui a un loyer ou un crédit en cours, la banque va prendre 100% de la charge même si la personne achète seule. Les loyers perçus ou à percevoir, toujours les pondérer à 70%, c'est la majorité des cas dans la plupart des banques. Quelqu'un d'hébergé à titre gratuit, je suis en couple, je vis chez ma conjointe, je ne paye rien, le bonheur, mais effectivement, la banque va prendre un loyer fictif parce qu'elle va étudier dans le pire des cas, c'est-à-dire séparation, je vais devoir prendre un logement, donc prendre un loyer à 500 euros minimum. L'argent point de prêt, on en a parlé tout à l'heure, et effectivement, à prendre en considération pour quelqu'un qui est proche de la retraite, est-ce que l'on prend du coup les futures pensions de retraite ou le salaire actuel? Tout va dépendre de la durée de crédit qui va être durant la retraite. Parce que, on le sait tous, à la retraite, baisse du coup du salaire et donc du coup beaucoup de risques. Si on est déjà à 33% avec le salaire aujourd'hui, avec une baisse de revenus, on sera du coup en surendettement, ce qui n'est pas du tout le but et ce serait un mauvais devoir de conseil. Et pensez également au reste à vivre. Le reste à vivre, on en parle beaucoup, mais ça peut aller assez vite. Quelqu'un qui est séparé, qui a 2 enfants à charge, qui a déjà un crédit, on peut rapidement atteindre le reste à vivre. Voilà, donc je passe assez rapidement sur la fin. Très intéressant. Très Merci. intéressant. Merci Emile en tout cas pour la présentation. Je t'en prie, merci à Alors, toi. ça avec toi. Et merci pour la participation de tous. Je pense qu'on peut terminer. On est dans les temps. On est quasiment dans les temps. Eh ben parfait. Bonne fête de fin d'année à tous ceux qui ont participé, à vous et vos proches. Et puis au plaisir d'avoir de vos nouvelles, soit directement, soit par Grégory, soit par Emile. Totalement. On vous laisse nos coordonnées. On vous transmettra du coup la présentation, donc le support. Et puis on vous dit rendez-vous en 2024 en forme. Voilà, merci à vous. Merci, au revoir.